Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors série. Nous voilà de retour pour notre spécial statistique d'immatriculation des véhicules électriques au Québec. Et pour, je me la dire m'assister, mais c'est plus moi qui les assiste dans cette difficile tâche, j'ai avec moi... Mesdames et messieurs, voici nos statisticiens et analystes de données, José Gagnon et Frédéric Saint-Laurent. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Martin. Ça va bien? Oui. Oui. Excité un peu parce que il me semble qu'on est dans une meilleure passe que les dernières fois, là. Je dirais au niveau moral, vibe en général, oui. Mais les chiffres, ça prend du temps un petit peu avant qu'ils partent. Ben oui. Puis il faut jamais oublier qu'on analyse les mois précédents. Hein? Donc, on est toujours... on regarde en arrière, on regarde dans le rétroviseur. Disons que le plus beau est en avant, je pense. Plus en avant qu'en arrière. Oui. On croise les doigts. Exact. Ouais, c'est ça. Ouais, on croise c'est les doigts. Eh bien, d'abord, merci à vous deux d'être présents en studio aujourd'hui pour cette analyse-là. Toujours très intéressante parce que, bon, évidemment, hein, des chiffres, c'est des chiffres, on le dit souvent, là, on peut les regarder de tout bas, de tout côté, mais il faut comprendre ce que ça veut dire, puis être capable de les mettre en lien, les comparer entre eux, les différents trimestres, les différentes années pour voir un peu comment ça se comporte. Et on fait ça en plusieurs phases, donc on va respecter notre façon de faire qui fonctionne bien depuis le début. On y va avec une analyse un peu plus globale. On va aller dans les manufacturiers, les modèles de véhicules, les régions, les villes, etc. Donc, j'ai envie de commencer, José. J'ai envie de te mettre tout de suite sur la sellette, là. Globalement, donc, le dernier trimestre, donc de janvier à fin mars 2026, comment ça s'est passé? Bien, je dirais que ça s'est bien passé. On est quand même à un total de 454 922 véhicules électriques, ce qui est une augmentation de plus 14 368. Fait que, en termes de pourcentage, on parle d'une augmentation de 3,26 %. Fait que, oui, il y a déjà eu des trimestres plus forts, mais d'autres plus faibles. Puis, mon constat à ce stade-ci de notre collaboration, c'est que on dirait que chaque trimestre est différent. Chaque trimestre a sa couleur, a ses facteurs, a un environnement ou un écosystème différent. Fait que, je pense que c'est le propre d'une période de turbulence, c'est ce que ça donne. Exact. Donc, voilà. Et pour ce qui est des... ça, c'est des véhicules électriques en général, mais pour le 100% électrique, on est à 321 683. Et la portion hybride rechargeable seulement 133 239, ce qui est un pourcentage de 3,10 %. OK. Donc, ça progresse, mais on a déjà eu des meilleurs trimestres que ça, là, historiquement. Et on a aussi déjà eu des pires. Donc, mais en fait, si on le compare, ça ressemble beaucoup au dernier trimestre de 2025. Donc, vraiment, on a eu deux trimestres. Le T4 2025 et le T1 2026, tu as tout fait pareil pratique, justement, à quelques centaines de véhicules près de pareil. OK, donc, on approche tranquillement pas vite le demi-million de véhicules. Là. On est à 454 000. Puis au moment où on se parle, on l'est peut-être, on ne le sait pas. Là. Mais en tout cas, au mois de mars, on était à 454 000. Disons ça comme ça. Vous nous disiez les autres fois, il me semble, ça représente combien de véhicules par jour ou par heure? Est-ce qu'on a ces données-là, Fred? Oui, donc, justement, si on parle de, on va arrondir là, de 14 000 véhicules. Donc, 14 000 véhicules, si on met ça pour tous les jours du trimestre, donc ça veut dire 160 par jour. Et si on le met par heure, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça veut dire 7
par heure, à peu près. Là. Ouais. Donc, puis dans les faits, c'est probablement, étant donné que les concessionnaires sont ouverts à peu près 8 heures ouvrables là, par jour. Là, fait qu'on est probablement à 3 fois ça, donc 21 à peu près par heure ouvrable, là, si on le ramène comme ça. Mais quand même, ça veut dire que 160 par jour, c'est quand même relativement bien dans les circonstances. Si on se compare donc par rapport au premier trimestre de l'année passée, de 2025, on était complètement dans un autre contexte, on le dit. Puis là, et ça va être le cas, tout ce podcast-là, je pense, il faut falloir être très prudent parce que quand on compare avec d'autres choses, savoir si on a fait bien ou moins bien, c'est que là, il y a beaucoup de variables qui bougent en même temps. Là. On ne fait pas juste faire bouger la variable vente de véhicules en même temps que oui, les ventes de véhicules fluctuent, mais tu as des subventions qui partent, qui reviennent, des conditions, le prix de l'essence qui augmente. Tu sais, il y a un paquet de trucs qui viennent jouer là-dessus, donc il y a tellement de variables que, bon, c'est... Grâce à qui qu'on a ça ou c'est à cause de qui qu'on a ça? C'est ça. C'est pas évident. Non, c'est très dur. Ça serait très difficile de mettre un nom là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux juste dire, c'est soyons prudents dans les comparaisons. Oui, on peut le comparer pour regarder ce que ça donne, mais on pourrait ne pas avoir bougé. Ça pourrait être très bon dans les circonstances. C'est ce que je veux dire. Il faut peser tous les éléments là, et regarder toutes les variables. Donc, si on se compare à T1 de 2025, Fred, ça donne quoi? Là, il y a une très grosse différence. Le premier trimestre de 2025, on se rappelle justement, on vient d'avoir un trimestre avec un ajout de 14 368. Le trimestre correspondant de l'année passée, c'était 10 855. Donc, à peu près un 4 000 de plus cette année. Donc, c'est une bonne augmentation. En fait, l'année passée, justement, on parlait d'une augmentation en termes relatifs de 2,89 et cette année de 3,26. Donc, c'est mieux cette année. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'année passée. Parce que l'année passée, premier trimestre, c'est avant le premier trimestre, tout le monde avait précipité leur vente pour réussir à avoir la totalité des rabais du provincial. Donc, il y avait eu beaucoup de ventes qui avaient été d'achats, je devrais dire plutôt. Il y a eu beaucoup d'achats de gens qui avaient précipité leur achat pour les faire en 2024 pour avoir le 12 000. Ouais. Donc, il faut se rappeler le premier trimestre de 2025. Il y avait plusieurs facteurs, dont des ventes qui avaient été des achats de la part des gens qui avaient été précipités pour les faire en 2024 au lieu de 2025, afin d'avoir le 12 000 de rabais au complet, c'est-à-dire le 5 000 provincial le 5 000 fédéral et le 7 000 provincial. Et pour question de rendre ça encore pire, le premier trimestre de 2025, on avait soudainement le fédéral qui ont décidé de non, on arrête, zéro incitatif parce que tout le budget est passé et on ne vous l'avait pas dit d'avance. Et le provincial qui ont décidé on met une pause de 2 mois parce que. On va rester avec le parce que. Donc, finalement, ça a fait un paquet. Justement, tous les incitatifs ont arrêté sec. Donc, toutes les ventes ont augmenté sec. Donc, moi, même, je me rappelle, à ce trimestre-là, quand j'avais vu 10 000, j'étais content. C'était vraiment dans les pas circonstances, bon. Mais dans les circonstances, j'étais agréablement surpris. Effectivement. Donc, cette année, 14 000, c'est mieux, mais c'est pas mirabolant non plus. Surtout que plusieurs se disent « ça va être un trimestre record ». Parce que là, justement, le rabais fédéral est revenu, le prix de l'essence, il monte, mais il faut mettre les bonnes dates aux bonnes places. Oui, puis le début de l'année, c'est janvier, février, c'est pas toujours des très bons mois non plus, même quand les circonstances sont réunies. Je pense qu'on va le sentir un peu plus dans les prochains mois. Puis même si les circonstances sont réunies, ils se sont réunis sur le tard un peu. L'incitatif fédéral, il est arrivé mi-février. Puis quand il est arrivé, cet incitatif-là, c'est pas « vous avez 3 semaines pour le prendre ». C'est non. Vous l'avez sur longtemps. Première année, ça va être 5 000, 4 000, 3 000. Tout a été annoncé de façon claire à l'avance. Donc, le monde ne se sont pas précipités à « faut que je fasse mon achat immédiatement ». Et l'augmentation des prix de l'essence suite à la guerre, les conflits en Iran, ça, c'est arrivé, c'est seulement vers la fin mars, milieu mars, fin mars, que ça a commencé à vraiment augmenter, puis que les gens réalisent que ça sera peut-être pas juste cette semaine, ça va être cher. Mais c'est entre le moment où tu vois le prix d'essence monter, que tu dis, là, ça monte vraiment beaucoup. Peut-être que je pourrais m'acheter une voiture, commencer à magasiner la voiture. Trouver les budgets pour la voiture. Il y a loin, comme disait un être que je nommerai pas, il y a loin de la coupe au lièvre. Au lièvre? Au lièvre. Donc, ça prend du temps. Alors ça va se répercuter plus en avril, mai, juin probablement. Exact. Donc, dans le prochain trimestre, on risque
peut-être de le voir, en tout cas. On peut spéculer là-dessus. Donc, par rapport au premier trimestre de 2025, c'est quand même relativement bien, mais par rapport au dernier trimestre, donc fin 2025, qu'est-ce que ça donne? Comme je disais tantôt, c'est à peu près pareil. Là. On est à 14 368 versus 14 018. Donc, on va dire c'est pareil. 3,29 versus 3,26 en relatif. Justement, c'est deux. On a rarement vu 2 trimestres consécutifs aussi similaires. Similaires, oui, c'est ça. Ça n'a pas beaucoup bougé. C'est ça n'a pas beaucoup bougé. Puis d'habitude, justement, le premier et le dernier trimestre de l'année sont les trimestres les plus lents. Les deux plus ou moins lents égales. Ça va être de voir, mais qu'on ait les chiffres de Statistique Canada disponibles, justement, de voir au niveau des ventes, est-ce que les ventes en général, en dehors des véhicules électriques, est-ce qu'ils ont été beaucoup plus hautes ou beaucoup plus basses que le trimestre précédent? Ça va nous aider aussi à voir un peu le côté électrique là-dedans. Il est à combien? José, le Canada là-dedans, parce que là, évidemment, on fait partie d'un tout. On a des subventions ici qui n'ont pas ailleurs, donc évidemment, on est un peu dans un microcosme, mais ça reste que globalement, au Canada aussi, là, il y a les incitatifs. Il y a un incitatif qui est là. Ça a été remanié avec le pavé, là, le programme pour l'abordabilité des véhicules électriques. Pour parler avec des gens un peu partout au Canada, dans le cadre de mon travail en électrification des transports, c'était assez bien reçu un peu partout. Là. Évidemment, toutes choses étant par ailleurs égales, là, on ne vit pas la même réalité en Saskatchewan qu'au Québec. José, si on regarde la progression trimestrielle, qu'est-ce que ça a eu de l'air là, en termes de progression pour de janvier à fin mars? Bien, comme le disait Fred tout à l'heure, c'est sûr qu'on a quand même 2 trimestres qui sont assez similaires, c'est-à-dire T4 2025 qui se terminait au 31 décembre versus celui de T1 2026 qui se terminait au 31 mars. Donc, ils sont quand même similaires. Oui, l'arrivée des incitatifs fédéraux, c'est-à-dire que oui, c'est remis en place, oui, c'est stable, oui, c'est annoncé. La seule chose, c'est que c'est annoncé mi-février. Alors, de mi-février au 31 mars, c'est pas nécessairement... Ouais, l'impact, c'est pas beaucoup... non, on n'a pas eu le temps de vraiment réaliser l'impact en action concrète. Donc, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que durant cette période-là, on a eu quand même le Salon de l'auto à Québec, début mars, et on a constaté qu'il y a eu 2 fois plus d'essais que l'an passé. Ouais. Donc, les gens, ça l'a stimulé l'engouement. Fait que voici un peu l'écosystème. L'achat d'immatriculation n'est pas encore fait. On ne le voit pas dans les statistiques, mais la démarche, la réflexion est en moins. Oui, c'est ça. C'est sûr que l'augmentation du coût de l'essence, les gens le voient, le constatent, s'en plaignent, tout ça. Mais avant de dire on passe à l'électrique, je pense on disait tantôt, là, c'est ça. C'est en mi-mars que c'est arrivé, oui, à peu près. Hein? Exact. Puis là, ça perdure, cette augmentation-là du coût de l'essence. Mais avant de dire je change de véhicule pour aller vers l'électrique à cause du prix de l'essence, il y a peut-être une plus grande prudence qui s'inscrit là, chez les consommateurs. Puis il y a peut-être aussi, d'un autre côté, des gens qui attendaient que ça. Puis là, que leur calcul qui était juste, là, leur calcul fait plus de sens. Et là, l'incitatif est vraiment... Tous les facteurs sont réunis. Les incitatifs, le prix de l'essence et les calculs qui sont bons. Donc, ça contribue, tout ça mis ensemble là, à la... Certainement. Je donne quand même plusieurs conférences, puis ce que j'entends beaucoup maintenant que j'entendais pas avant et qui, selon moi, constitue une source de... qui peut retarder, qui peut faire mettre le pied sur le frein à certaines personnes, c'est les véhicules chinois. Je me fais beaucoup poser la question... On devrait attendre que les véhicules chinois arrivent. Devrais-tu attendre que les véhicules chinois... Et ça, on l'entend tout le temps, à tort ou à raison. Puis c'est normal avec ce que les gens entendent. Ça va coûter vraiment moins cher parce que c'est un peu ça le message que... La première vague de messages qui a passé, là, il y en est venu une autre que... On constate que c'est pas tous les véhicules qui vont arriver de Chine qui vont être des véhicules à bon marché. Hein. L'entente, c'est pas 100%, c'est 50% qui doit être bon marché. Et là, ceux qui arrivent pour tout de suite, c'est pas nécessairement... tous des bons marchés. Là. Il y a c'est une Lotus ou je sais pas quoi qui était, c'est ça, des véhicules, tu sais, à plusieurs centaines de milliers de dollars. Fait que là, les gens se demandent, j'ai peur d'acheter de quoi de disponible là parce que j'ai peur que dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an,
arrivent des véhicules vraiment plus intéressants technologiquement, vraiment moins chers, puis que j'ai été trop vite, donc les gens sont un peu... Je peux me tromper, mais c'est ma perception, là, en tout cas, la question revient. Les gens, ça les préoccupe. Ils me posent la question, je devrais-tu attendre? C'est quoi ton conseil? Je devrais-tu attendre? Ça, on me pose beaucoup cette question-là. Je l'entends souvent, je me dis, ah oui, mais les véhicules, il va en avoir des moins chers, c'est certain. Mais est-ce qu'il va avoir tout ce que tu veux? Ça va-tu être le format que tu veux et ainsi de suite? Il va-tu avoir, toi, c'est quoi ton besoin d'autonomie? Parce qu'il y en a plusieurs aussi. Quand on voit toutes ces annonces-là de véhicules chinois, il faut faire très attention. Il n'y en a aucun qui ont encore fait leur test selon la norme EPA qu'on est habitué de voir nos véhicules d'annoncer. Ouais. Donc, tous les véhicules qu'on voit annoncer l'autonomie, c'est selon la norme canadienne, qui est exactement la même que la norme américaine, là, donc qui est la EPA. Donc, on est habitué de voir tous nos chiffres par rapport à ça. Mais ceux qui viennent de Chine, soit sont basés sur le cycle de Chine, qui est vraiment catastrophique. Il est vraiment beaucoup trop optimiste par rapport à ce qu'on est habitué de voir. Ou si on est chanceux, c'est des chiffres européens qui sont moins pires, mais qui sont encore trop optimistes aussi. Donc, il faut prendre toutes les autonomies qu'on voit avec un grain, voire même une cuillerée à thé de sel. Donc, c'est oui, tel véhicule, il y a telle autonomie. Oh, mais ça, c'est son autonomie en Chine. Va voir l'autonomie d'un véhicule qu'on a ici en Chine. Et là, tu vas voir, c'est pas que l'autonomie de véhicule est meilleure en Chine. C'est juste les façons de mesurer test, effectivement. Qui est différente. Exactement. Oui, tout à fait. Allez, je vous propose qu'on commence à parler des véhicules comme tels. Oui. Donc, dans le 100% électrique et les hybrides branchables. Là, donc, vous classez, on le rappelle, quand on parle de véhicules électriques, on parle de 100% électrique ou d'hybrides branchables. Donc, les hybrides traditionnels là, ne sont pas dedans. Ça ressemble à quoi en termes, José, de pourcentage? Est-ce qu'on se maintient? Est-ce qu'on régresse? On avait régressé un petit peu la dernière fois, il me semble, avec un petit peu moins de tout électrique au profit de l'hybride branchable. Est-ce que ça a continué ou c'est pareil? Non. Bien, en fait, on a réaugmenté, c'est-à-dire qu'au dernier trimestre de T4 2025, on avait 67% de véhicules tout électriques par rapport... 70,67. Oui, 67, excusez-moi. Par rapport à 32,6% d'hybrides branchables. Et ce trimestre-ci, on a 72% de tout électrique par rapport à 27,8. Peut-être juste mentionner, justement, là, ce que José nous donne, c'est pendant ce trimestre-là. Donc, le delta pendant le trimestre. Okay. Et non pas le cumulatif. Donc, c'est ça. Donc, pendant le dernier trimestre, donc, c'est 72,2, c'est ça? Oui, donc, pendant le dernier trimestre, c'était 72,2 % de véhicules tout électriques qui s'est immatriculé. Donc, globalement, c'est un petit peu amélioré. C'est ça, le total qui était descendu un petit peu, justement, il descendait de quelques points de pourcentage un petit peu à chaque trimestre l'année passée. Et là, on vient de réaugmenter un petit peu de quelques points de pourcentage pour atteindre le 70,71. Ce qui suit l'ensemble des tendances. Je pense que quand les véhicules électriques vont bien, ben le tout électrique habituellement augmente. Là. C'est souvent l'hybride branchable devient une solution de repli pour les... Puis il y a tout eu aussi une question de disponibilité à un moment donné où il y a des véhicules tout électriques qui n'étaient pas disponibles, des gens qui sont allés vers l'hybride branchable. Puis je répète que l'hybride branchable, pour quelqu'un qui est un convaincu, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais pour quelqu'un qui hésite et qui veut rester avec une voiture à essence, je trouve que c'est une très belle porte d'entrée. Là. Moi, ne serait-ce que pour ça, je trouve que ces véhicules-là nous aident encore parce qu'ils permettent à des gens qui n'auraient pas fait le saut maintenant de le faire vers l'hybride branchable, s'habituer avec une très petite autonomie tout électrique, réaliser que finalement, ils vont peut-être faire une grande partie de leur déplacement avec cette petite autonomie-là, donc se voient grandement rassurés de pouvoir faire leur déplacement globaux avec un véhicule qui aurait 400 ou 500 km d'autonomie. Par exemple, une chose, cependant, c'est la raison de pourquoi que l'année passée, justement, le 100% électrique semblait ralentir un peu et que là, il semble reprendre un peu de vitesse. Une des choses qui est à noter ce trimestre-ci, qui n'était pas le cas l'année passée, c'est qu'on a quelques modèles d'hybrides rechargeables provenant en très grande majorité de la famille Stellantis qui arrêtent. Donc, on parle le Wrangler 4XE, le Cherokee.
Oui, c'est ça, le Grand Cherokee 4XE, les l'Alfa Romeo Tonale, la Dodge. Il y en a quelques-uns dans c'est pas tous des modèles qui se vendus beaucoup. Non, mais au total, ça en fait quand même quelques-uns qui font peut-être l'hybride rechargeable, qui sont plus disponibles. Donc, l'hybride rechargeable ralentit peut-être un petit peu à cause de ça. Oui, c'est possible. Mais donc, globalement, on est à peu près dans les mêmes zones. On s'était détérioré un peu. Là, on s'est ramélioré un peu. Donc, en moyenne stable. On surfe là, assez stable là, avec globalement, on est quoi? On est encore le 70 70-30. 70-30. Je pense qu'on se trompe pas trop quand on dit ça. Ça veut quand même dire qu'il y a plus de 2 fois plus de tout électrique que d'hybrides branchables, alors que les gens pensent le contraire. Hein? Quand on parle aux gens, ils sont persuadés qu'il y a beaucoup plus d'hybrides branchables que d'électriques sur les routes, ce qui n'est pas le cas. Mais ça varie aussi par région. Oui, on s'en va sur tout la à côte fait, nord, tout à fait, c'est plus le cas. Exactement, tout à fait. Si on y va maintenant en cumulatif de progression par modèle de véhicule, nos champions depuis plusieurs trimestres ont toujours été Tesla. Là, on se rappelle que dans le dernier trimestre, ça allait pas très bien là, pour Tesla, même que ça reculait. Mais là, les situations ont bien changé depuis. On a annoncé des baisses de prix, des véhicules, tout ça. Donc, puis quand on fait juste lire sur les forums, puis les gens qui lèvent la main puis qui commandent des Tesla m'apparaissent en tout cas augmenter. Ça se traduit pas nécessairement dans des chiffres maintenant, parce que je vous rappelle qu'on regarde plusieurs mois en arrière. Mais qu'est-ce que ça a donné de janvier à fin mars, Tesla, Josée? En fait, pour Tesla, on a 28 000, Tesla Model 3, 28 964, donc une progression trimestrielle de moins 97, donc moins 993. Donc, ça a continué à descendre, ça descendait aussi. Oui, c'est ça. Alors que, par contre, le Tesla Model Y, lui, s'en sort un peu mieux. Donc, on a 27 143 véhicules enregistrés, mais qui a connu une progression de 678. Puis pour l'annuel, on était à plus 1750. Donc, puis annuel pour la Model 3, on est à peu près à moins 1000, là, moins 993. Moins 993, oui. Fait que, puis quand on regarde les disponibilités, parce que Fred nous a rajouté des colonnes dans notre tableau, les disponibilités, il n'y en a pas. Fait que ça explique aussi là, peut-être expliquer ce que ça veut dire, disponibilité, il n'y en a pas. Je dirais il y a deux choses, justement. Le tableau, comme que dit José, justement, j'ai maintenant, des fois, pour nous aider à essayer de comprendre, voyons, pourquoi que ça n'augmente pas comme qu'on penserait? Ou, voyons, ça vient d'où tous ces véhicules-là? Pourquoi qu'on a tant de ventes? J'ai été chercher sur le site d'Auto Hebdo, sans vouloir faire de pub. On peut faire un paquet de recherches, mais justement, j'ai été voir à grandeur du Québec, c'est quoi le nombre de véhicules neufs et usagés de ce modèle-là de disponible. Donc, ça l'aide à avoir une idée, il y en a-tu chez les concessionnaires ou il n'y en a pas. En revanche, dans le cas de Tesla, c'est à prendre avec une pincette parce que Tesla ne publie pas leurs véhicules disponibles sur Auto Hebdo. C'est disponible sur leur site à eux autres, mais pas sur le site d'Auto Hebdo. Vu qu'il n'y a pas de concessionnaire Tesla, c'est les magasins Tesla de la marque. Donc, ils aiment ça des fois faire des différents des autres. Ce n'est un autre exemple flagrant. Donc, ce que tu as vu, Fred, pour la Model 3, c'est qu'il n'y en avait pas de disponible du tout? Pareil comme... Non, mais il n'aura jamais de disponible sur Auto Hebdo dans le 9. Non, dans le 9, c'est normal. Il faudrait aller voir sur le site de Tesla. Là, il y en a effectivement. Il y en avait, justement, pour la Model 3, pendant un bout de temps, il y en avait quelques-uns, mais on sait le phénomène de la Model 3, que c'était des vieux restants d'inventaire qui venaient des États-Unis de l'année passée, qui coûtaient très cher. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir des grosses ventes. Cependant, justement, la descente a beaucoup ralenti. Le dernier trimestre, on parlait quasiment de plusieurs centaines de baisses. Puis justement, sur un an, là, on a une baisse de moins 993, mais un trimestre, c'est juste moins 97. Donc, la baisse a beaucoup ralenti. Et tout dépendant où c'est que vous êtes dans vos nouvelles, justement, récemment a été annoncé le retour de la Model 3 qui vient de Chine. On parlait de véhicules chinois. À prix très compétitif. Hallucinant, là. C'est pour le véhicule. Officiellement, ils s'amusent à le mettre en bas de 40 000, mais une fois que tu mets les livraisons et tout, on parle de 42 108 pour une Model 3 propulsion avec 463 km d'autonomie. Et c'est pas la version tout nue, là. C'est la version premium, c'est-à-dire siège de simili-cuir, et évidemment, la plupart des fonctionnalités de confort et tout ça, tout est là. En comparatif, il existe la Model Y de base, de base propulsion, même autonomie, au lieu d'être 42 108, et 52 608.
Donc, 10 000 de plus pour la même autonomie. Un véhicule plus gros, mais c'est ça, tout nu, tout le facteur luxe. Il y a plein, justement, c'est des roues d'acier, j'ai juste le terme en anglais, le frunk, le compartiment, la valise en avant est pas hermétique. Il y a plein d'affaires qui ont coupé justement, il n'y a plus le toit vitré de l'intérieur. Donc, il y a plein de choses qui ont enlevé pour réussir à offrir ce prix-là. Ben, tu gardes tout ça dans le modèle 3, est 10 000 moins cher, même autonomie, propulsion. Donc on peut s'attendre à une remontée de la modèle 3 Exactement. Dans les prochains trimestres, alors que c'était en descente constante au profit de la Y. Certains bénévoles l'avaient qui ont parlé à des gens de chez Tesla pour essayer de dire « Hey, êtes-vous disponible de venir à un de nos événements comme ils faisaient des fois? » Là, il n'était plus disponible parce qu'il n'y avait plus de monde. Tout le monde était trop occupé. Ça, c'est reparti. Là. C'est ça. Donc, on peut s'attendre à... La question, c'est quand les livraisons vont avoir lieu, ça. On ne sait pas. Mais si les livraisons arrivent, donc peut-être fin du trimestre, on va en avoir quelques-unes, mais je m'attends peut-être plus le troisième trimestre à avoir l'effet de la Model 3 chinoise. Très intéressant tout ça. Donc, José, on disait Tesla Model 3, toujours en première place, malgré une descente de 97 immatriculations. La Model Y, toujours en deuxième place, avec une hausse de 678 immatriculations dans le trimestre. En troisième place, est-ce qu'on a des changements? Non, on n'a pas de changement. En fait, dans le top 10, c'est quand même assez similaire. On va avoir une petite différence. On va l'expliquer tantôt. Donc, pour la position numéro 3, c'est le Hyundai Kona avec 25 585, donc une progression du trimestre plus 513. Et sur l'année, quand même, 3 239. Et là, oui, on avait beaucoup de disponibilité, ce qui fait en sorte que ça représente quand même 5,6 % de la flotte. Là. C'est quand même impressionnant. Oui, le Kona me surprend parce que pour moi, c'est comme un underdog. C'est-à-dire qu'il est là, il performe pas mal tout le temps, depuis plusieurs trimestres. Puis c'est la voiture qui est jamais dans le top. Tu sais, quand on parle des autos, là, c'est rare qu'on parle de la Kona. Pourtant, plusieurs longs, c'est un modèle hyper intéressant, mais je trouve qu'il passe en dessous du radar souvent. Oui, mais là, on dirait qu'il est en train de passer un petit peu plus en dessous du radar, parce que là, il est un peu plus gêné. Oui. Bien, en fait, on pourrait s'attendre à ce qu'il aurait fait mieux. Est-ce que tous les problèmes de ICCU reliés principalement au Hyundai Ioniq 5 auraient pu un peu ternir cette progression-là? On ne sait pas. Je sais pas. Ouais, pourtant, ça ne doit pas toucher. C'est juste la plateforme GMP. Je pense pas que ça touche les il y a peut-être plus l'attrait des nouveaux modèles. Là. Il y a un paquet de nouvelles choses qui s'en viennent. Donc, il y a peut-être des gens qui regardent mais il y a de la concurrence. Hein? C'est un véhicule qui est plus seul dans sa catégorie. Hein? Exactement. Puis, on sait Chevrolet Bolt, la nouvelle Nissan Leaf. Donc, dans le même segment, on va avoir aussi le Kia EV3. EV4. EV4, EV3, EV5 qui s'en viennent. Fait que peut-être que là, il y a un petit ralentissement parce que les gens attendent peut-être justement ces nouveaux modèles-là aussi. Oui, puis des fois, les véhicules qui sont là depuis longtemps, le Kona, la Leaf, dans l'imaginaire, c'est comme si c'était un vieux véhicule. On oublie qu'il y a des... Si tu regardes une Leaf aujourd'hui, je dis ça, puis je regardais la tienne flambant neuve tantôt, puis je disais, c'est loin de la Leaf que j'avais il y a plusieurs années. Ils ont évolué, ces voitures-là. Il faut aller en voir une récente, un modèle d'année, pour réaliser qu'il y a une évolution. Là. Oui, elle n'en est pas à sa première année modèle. Là. Donc, mais voilà. Par exemple, on va être honnête, la Kona, c'est un bon véhicule, mais justement, au niveau vitesse de recharge, elle tire de la patte comparé à tous les autres nouveaux modèles qui viennent d'arriver. Elle a une autonomie intéressante, elle a plusieurs choses intéressantes, mais on voit qu'elle serait due pour une mise à jour probablement, mais probablement qu'elle n'arrivera pas non plus, puis elle va se faire remplacer par une Ioniq, je ne sais plus trop quoi. Oui, tout à fait. C'est un peu normal. Hein? C'est le cycle des choses. Donc ça, c'était la 3e place. En 4e place, c'est là que ça bouge. Oui. En fait, vous savez qu'on a une petite chicane là, qui se passe toujours au 4e et 5e rang. Donc, voilà, Chevrolet Equinox qui a repris une position pour se placer en 4e place avec 21 814. Donc, une progression trimestrielle de plus 1035. Sommes-nous surpris? Avec, pour l'année, là, de T1 à T1,
plus 6741. Donc, puis il y en a de disponibles aussi chez les concessionnaires. Ça, c'est impressionnant. Pareil, là, il n'y a aucun véhicule, si on regarde dans l'année, là, y a-t-il quelque chose qui a fait mieux que ça? Je pense pas. 6 000 sur l'année, 6 700 même. On est plus proche du 5 000, c'est de quoi? Quand même impressionnant. Donc, l'Equinox qui a gravi en 3e place, il y a 1 an à peine... c'est déjà ça. C'est une progression qui est rapide, qui a été très, très, très rapide. Il y a eu de la disponibilité. La disponibilité n'est plus là, soit dit en passant, de l'Equinox. Là. Non, elle n'est plus là. Je parlais avec mon ami Yannick Asselin il y a une semaine, puis il me disait, écoute, il dit, j'en ai quelques-uns en inventaire. D'habitude, c'est plein. Puis il me disait qu'au Canada ou au Québec, là, il m'a donné le nombre, là, mais il dit j'en ai 5 fois ça chez nous d'habitude. Puis ça, c'est ce qui reste pour le Québec. Là. Fait que ça. Ouais, je pense que ça, on risque, à moins qu'il y ait un arrivage massif prochainement, là, on risque d'avoir une baisse dans les prochains trimestres. Du moins, c'est ce que je pense. Okay. À suivre. Ouais. Alors, en 5e position, on parle du Mitsubishi Outlander PHEV, donc qui a laissé sa 4e place là, au détriment du Chevrolet Equinox. Est-ce que c'est déjà arrivé, Fred, je m'excuse de t'interrompre, José, que dans les 4 premières positions, il n'y ait pas d'hybride branchable? Probablement. Je pense que non. Je pense que c'est la première fois que les 4 premières sont des 100% électriques. Là. Je pense. Fin de l'interruption. C'est bon. Donc, pour le nombre de véhicules enregistrés, on parle de 21 672, une progression pour le trimestre de plus 847. Donc, on voit qu'on est en dessous du Chevrolet Equinox pour un pourcentage de 4,8 de la flotte. Quand même, c'est pas rien. C'est un modèle qui a bien performé au fil des dernières années, effectivement. Et qui est là depuis longtemps aussi. Oui. Semble, je dis bien qu'il semble, en avoir beaucoup. Oui, selon tes recherches, en tout cas. Il y a de la disponibilité. Oui, justement, sur Auto Hebdo, j'en ai trouvé 752. Quelqu'un qui en veut une, c'est pas compliqué d'en avoir une. Oui. Ouais, exact. Ça aide. Donc, en 6e position et 7e position, les 2 modèles de Toyota qui sont des hybrides branchables. Donc, la Prius puis la RAV4. Oui, la Prius qui vient en premier à la 6e position pour 19 004 véhicules, donc une progression de 506, alors que le Toyota RAV4, lui, on a 18 541, une progression de 510. Donc, les gens qui sont vendus Toyota, c'est soit un ou l'autre. C'est assez bien partagé. Hein? Oui, exact. Plus, ouais. Donc, puis, c'est pas mal ça. Il y avait tout autre chose à dire. Une des choses, justement, j'ai observé. Moi, honnêtement, j'ai fait un bout de temps que j'étais surpris de voir que le RAV4 faisait pas mieux que la Prius. Pas que le véhicule est meilleur ou pas, je me lance pas là-dedans, mais juste le segment. C'est un segment à gros véhicules. Les gens aiment les gros véhicules. Comment ça qui fait pas mieux que la Prius? Probablement qu'une partie s'explique justement quand j'ai été voir les disponibilités sur Auto Hebdo. Le RAV4, il n'y en a à peu près pas disponible. On parle de 4 dans le 9 puis 78 dans l'usager. Alors, au niveau de la Prius hybride branchable, on est à 141. Ça tombe drôle que les deux, 9 et usagé, ça soit 141. Mais donc, il y a un peu plus de disponibilité dans la Prius. Donc, il faut croire qu'il y a peut-être, pendant un bout de temps, il y avait des attentes éternelles pour le RAV4 hybride branchable. Sans dire qu'on est à l'attente éternelle, il y a probablement un peu d'attente pour se procurer un RAV4. C'est possible. Donc, on vient de faire la 7e place. En 8e place, Fred? On a la Hyundai Ioniq 5 à 17 636. Tantôt, on disait que la Kona ralentissait un peu, mais si la Kona ralentit un petit peu, la Ioniq 5 est presque en arrêt brusque. J'exagère, mais on parle d'une progression de seulement 182 sur le trimestre. C'est pas beaucoup. C'est vraiment décevant. Et c'est pas qu'il n'y a pas de disponibilité, il y en a 254 disponibles. Donc, d'où vient le phénomène? Il y en a peut-être plusieurs. Un des gros trucs, une des particularités ou des points vendeurs de la Ioniq 5, ça a tout le temps été sa recharge rapide que pour un auto abordable, c'était vraiment la plus vite au niveau de la recharge rapide. Probablement. Puis les autres, souvent, étaient très loin derrière. Donc, maintenant, les autres commencent à se rapprocher et peut-être que les gens réalisent « j'ai peut-être pas autant besoin de la vitesse de recharge la plus vite » et aussi, surtout, qu'il y a très peu des versions de la Ioniq 5 admissibles au rabais fédéral.
à l'incitatif fédéral. Donc, il y en a peut-être qui disent ouais, OK, j'ai peut-être pas la recharge rapide la plus vite, mais j'ai l'autre qui est un petit peu moins cher vu qu'il est admissible au rabais fédéral. Et en plus, ben, j'ai l'incitatif fédéral. Donc, au niveau monétaire à la fin, ça fait une bonne différence. Puis, il y a aussi une chose qu'on ne suit pas parce que c'est compliqué. Il faut aller voir chacun des manufacturiers, puis aller faire un paquet de vérifier pour un paquet de modèles, puis un paquet de combinaisons. Mais c'est les taux d'intérêt. Oui, on a fait des exercices un petit peu, Fred et moi. Puis, c'est ça, c'est que d'un constructeur à l'autre, puis parfois même d'un modèle à l'autre, les taux de financement viennent impacter. Donc, des fois, c'est pas tant le prix PDSF, c'est le taux de financement qui vient jouer la donne. Ça impacte beaucoup. Quand tu finances à 8 comparativement à 2 Zéro. Hein? Ou zéro. Fait que c'est ça. Puis, il y a aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure, la notion de l'ICCU. Puis, moi aussi, l'argumentaire, là, est-ce que je préfère recevoir un incitatif puis faire baisser le prix du véhicule quand je sais que avec quasiment 500 km d'autonomie, je n'irai pas probablement ou presque plus sur les bornes de recharge rapide publiques. Donc, à quoi sert vraiment l'architecture 800 volts qui permet d'avoir une recharge super rapide, finalement, quand j'en ai pas besoin? C'est ça. Pour certaines personnes, j'imagine, j'ai souvent des chauffeurs de taxi, des gens qui font beaucoup de grands voyagements, peu importe la raison, ça peut être un critère hyper important, mais pour d'autres, c'est un nice to have, mais peut-être pas au point de. Bien qu'à sauver quelques $1000, paye-toi une coupe de café de plus au Tim Hortons, les quelques fois en disant que tu vas aller faire une recharge rapide. Exact. Encore là, on parle de peut-être justement, on parle pas de 15 minutes de recharge rapide versus 1 heure. La plupart des véhicules aujourd'hui arrivent à faire un 10 à 80% en peut-être à peu près une demi-heure. Là, il y a une X5 qui le ramène à 20 minutes. Fait que ça fait un 10 minutes de plus à prendre ton café. C'est pas énorme non plus, là. Donc, c'était la 8e place. 9e et 10e place. En 9e position, on a la Ford Mustang Mach-E qui continue quand même à bien faire. En fait, même dans les progressions du trimestre, est dans les très bonnes progressions. Et sur l'année aussi, donc la Mach-E qui est présentement à 16 564, une progression de 866, et sur 12 mois de 4 280. Donc, en fait, justement, la progression sur 12 mois parmi notre top 20, c'est la 2e meilleure progression. Donc, qui est un véhicule qui est là aussi depuis très longtemps. Puis on dirait qu'il plus il est présent sur le marché. Ben oui, je sais pas si c'est le monde qui arrive à passer par-dessus le stigma que c'est une Mustang ou c'est pas une Mustang, puis qui se disent peu importe, le véhicule est intéressant. Mais on dirait qu'il devient de plus en plus populaire. Il s'essouffle pas. C'est effectivement le feeling que j'ai moi aussi. Même s'il y a de quoi, il va mieux que déjà été. Il faut dire, il y a eu ces périodes un peu plus sombres, mais là, ça va vraiment bien. Justement, jamais dans le passé, on aurait pu voir un trimestre comme ça, qu'on a une augmentation de 866 Mach-E et de juste 678 modèle Y. Ça aurait été impensable il y a plusieurs années. C'est pas la première incongruité qu'on vit dans les derniers mois, n'est-ce pas? Donc, c'était la 9e place. Et en 10e place? La Chevrolet Bolt, qui, depuis un bout de temps, qui est rendu à 14 789, qui depuis longtemps, des fois, descend un petit peu, monte un petit peu. Et là, elle monte un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est juste là, elle commence à prendre la vitesse, là. Donc, les nouvelles Bolt sont maintenant arrivées. Et de mémoire, il y en a à peu près 125. Tu sais, je regarde les immatriculations, j'ai les années modèles. Donc, les 2027, il y en a 125. Donc, si jamais Chevrolet se met à livrer des Bolt aussi vite qu'ils ont livré des Equinox, je dirais et que le monde sont là pour les acheter, puis je vois pas pourquoi ils ne seraient pas. On pourrait voir une très belle augmentation de la Bolt. Peut-être rapidement, de toute façon, on vient de faire les 10 premières places. On va jusqu'en 20e place, mais là, peut-être un peu plus rapidement. Fred? Je dirais il y a la ID4 qui augmente à une vitesse de croisière so-so, mais qui se maintient. Puis rappelons que la ID4, au début, Volkswagen avait annoncé qu'on arrête de la produire en 2026. Et là, ils viennent d'annoncer qu'on arrête de la produire en 2027 aussi. Mais ils disent qu'ils ont de l'inventaire. On va voir comment que ça va aller, mais je ne m'attends pas à des grosses progressions à ce niveau-là. Et je vais laisser la 12e place à Josie. Ben oui, la mienne. Alors, la nouvelle Nissan Leaf, qui est rendue avec 12 742 unités. C'est tous les modèles. Tu dis la nouvelle, mais le 12 742, c'est... Il peut y avoir les livres 2012 là-dedans. Là. Oui, okay. Tout à fait. Donc,
En fait, pour la progression du trimestre, on parle de plus 504 unités, alors que pour la progression annuelle, donc c'est plus 566. Donc, c'est rentré 504 sur 566. Ça vient de décoller. Oui, c'est ça. Puis on sait qu'il y a un stop sale. Là, donc, moi, la mienne, quand que j'en ai pris possession, j'ai été chanceuse. J'ai pu en prendre possession rapidement. Mais il y en a encore des gens qui attendent parce que le morceau, la reprogrammation n'est pas faite. Donc, ça nuit un petit peu là aussi à l'augmentation. Mais on peut s'attendre, ce genre de trucs qui se règlent quand même assez bien. Donc, on peut s'attendre à ce que dans les prochains trimestres, là, puis le modèle, il est passablement différent et intéressant là, visuellement au niveau de la finition. Au niveau technique au niveau technique, à plein de points de vue, je pense que c'est vraiment, il faut beaucoup plus que, tantôt on parlait du Kona, beaucoup plus que le Kona en termes de changement. Là. Ben, en fait, moi, mon choix s'est porté entre le Kona et la nouvelle Nissan Leaf. Finalement, je suis allée pour la Leaf parce que justement, j'avais plus d'autonomie, meilleure vitesse de recharge et aussi le V2X, le V2L et compagnie. Ouais. Mais puis elle est vraiment belle, en tout cas à mon goût. Là. Merci. Vraiment belle. Fait que voilà. En 13e position, on a le Ford Escape hybride rechargeable qui a monté de 2 positions quand même avec une bonne progression de plus 548. On est rendu à 11 213. Et sur l'année, on est plus 2918. Fait que, tu sais, tout à l'heure, on parlait de 6000. Là, on est à 2009. C'est la moitié, mais c'est quand même très bon, là. Oui, tout à fait. Puis ensuite, je laisserai la place à Fred. Ensuite, il y a la Bolt EV. En fait, on a une section d'à peu près 6 modèles, qu'il y en a tout plein qui ont augmenté, descendu. C'est il y a 6 modèles qui sont au niveau du cumulatif du nombre d'immatriculations qui vont de 11 213 à 10 610. Donc, c'est certain que ça bouge beaucoup c'est au niveau des positions. Donc, on a la Bolt EV, Kia Niro. La Niro qui a surprenamment bien fait. Probablement que justement, Kia sont en train de finir les liquider pour pas qu'il y ait trop de compétition finalement entre la Niro et la EV3 qui s'en vient probablement, ou la EV5. Là, justement, probablement la Niro est un petit peu plus grosse que la EV3, mais un petit peu plus petite que la EV5. Elle était entre les deux. Mais là, il va y avoir la EV3 et la EV5 et la EV4 entre les deux. Mais EV4, c'est un peu plus berline. Donc, c'est un peu plus différent. Et je dirais, position, il y a la Chevrolet Volt qui descend tranquillement pas vite, mais il faut s'y attendre avec un véhicule qui a bientôt 15 ans. Ben, ça, et justement, les plus vieux ont 15 ans. Une année qu'il faut qu'ils prennent leur retraite. Ouais, c'est ça. Et je dirais la grosse surprise en position 17. OK, je dis surprise, mais Robert l'avait calé dans nos articles sur le site de l'AVEC. Il avait dit « Ah, elle va bien faire cette année. » Non. OK, il avait raison. La Toyota BZ, c'est notre plus grosse progression du trimestre, avec 1397. Pour donner une idée, sur 12 mois, elle a fait 2930. Donc, c'est pas tout à fait la moitié de la progression annuelle dans un trimestre, mais pas loin. Ouais. Donc, on voit la différence, justement. Il y avait un certain stigma autour de l'ancienne qui était justifié au niveau technique, autonomie so-so, vitesse de recharge so-so, une courbe d'affaires so-so, qui ont toutes été corrigées avec la nouvelle BZ. Qui la ramène justement dans la même catégorie justement d'une autonomie autour de 400-500 km, une vitesse de recharge d'à peu près 150 kW. Puis finalement, il y a plusieurs véhicules qui sont dans cette catégorie. Ben, Toyota... Elle détonne plus, là. Elle détonne plus... elle détonnait mauvaise, mais là, elle détonne plus mauvaise. Elle est dans la même catégorie que tout le monde et elle a le logo Toyota dessus. Fait que les amateurs de Toyota, on sait qu'il y en a beaucoup, sont contents. Ouais. Toyota fait beaucoup de publicité aussi pour sa BZ. Là, et son prix est bon. Et son prix est bon, ouais. Donc, et le taux d'intérêt, je ne le sais pas, mais il a longtemps été excellent sur ce modèle de véhicule-là. Là, fait que peut-être donc, c'est plein de facteurs qui jouent en sa faveur. Donc, on peut s'attendre à la voir continuer bien aller. Cependant, au niveau de disponibilité, il n'arrête pas énormément en ce moment. Fait qu'on va voir comment ça va aller, mais probablement qu'on peut s'attendre à ce que ça continue à bien aller. Sinon, vite, le Lightning qui a eu plus 324, c'est probablement qui est à 10 610 plus 324. C'est probablement dans les derniers trimestres qu'on voit des bonnes progressions parce qu'ils ont arrêté d'en produire et les inventaires commencent à être bas, du moins les ceux annoncés publiquement. Kia V6, qu'elles aussi ont arrêté de la produire. Et le Jeep Wrangler, que lui aussi, ils ont arrêté de le produire. Ben, la EV6 continue à le produire ailleurs dans le monde, mais pas pour le Canada. Ouais, c'est ça. Les États-Unis. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, si on fait un petit wrap-up
de ce qu'on vient de dire, José, déclin de la Model 3 qui ralentit. Moins 0,3% versus moins 3,8%. Donc, et on peut s'attendre à ce que ça reparte avec ce qui s'en vient. Ouais. Justement, ça va être le premier véhicule chinois abordable. Et je dirais que oui, abordable. Parce que si on oublie le fait qu'il n'est pas admissible aux subventions, ça va vraiment être le moins cher. Oui. Puis, pas admissible aux subventions, pas à cause Fédéral. du prix. Pas à cause du Parce prix. qu'il est chinois. Parce qu'il ne fait pas partie d'un pays il n'a pas été fabriqué dans un pays avec lequel on a un accord de libre-échange. Exact. Mais rappelez aussi, il est admissible au rabais provincial. Fait que c'est un petit 2000 qu'on peut aller chercher. Quand même. En fait, il y a aussi la Model Y. On sait qu'il y aura un peu mieux à s'améliorer, on va dire ça comme ça. Sinon, le Kona, on l'a dit tout à l'heure, là, il y a plusieurs nouveaux modèles qui s'en viennent qui vont jouer dans la même gamme. Outlander PHEV. C'est ce que je faisais remarquer à Fred. Là, le Nissan vont amener le Nissan Rogue hybride branchable. Donc, on va avoir comme un deuxième joueur de même niveau. Ça va être intéressant à suivre. Ioniq 5, c'est ça. Donc, il y a ça eu continue à progresser, monter, mais pas de manière aussi fulgurante qu'on pourrait s'y attendre. Là-bas, probablement qu'on n'est pas rendu aux arrivages massifs. On se rappelle qu'on analyse les chiffres du 31 mars. ID4, ça a été annoncé qu'on n'aura plus de production pour l'Amérique du Nord. Puis, la nouvelle livre, c'est ça. Donc, ce que Fred avait analysé, c'est que c'est la meilleure progression depuis le deuxième trimestre de 2020. Donc, c'est un modèle qui était un peu mal aimé. Je pense que là, elle est rentrée dans l'ère de la modernité avec tout ce qu'il fallait et même un petit peu plus. Fait que j'ai hâte de voir, moi, dans les prochains trimestres, comment elle va s'en sortir. On a tout hâte de voir comment ça va se passer. Fred, les meilleures progressions annuelles, soit par trimestre ou soit annuel, là. Je dirais, il n'y a pas grand surprise. On a glissé des mots pour la plupart des modèles importants, justement. La meilleure progression, la BZ, suivie de l'Equinox pour le trimestre, Kia Niro, Ford Mustang Mach-E. Et en 5e position, elle a un peu la surprise, la Fiat 500, avec plus 851. Est-ce que c'est explicable par l'espèce de petit boost de vente qu'ils ont fait quand ils ont baissé énormément les prix? Là? C'est probablement un des facteurs, mais malgré tout, c'est 851 parce que ça se ramasse dans le top 5 des progressions, chose que on n'a jamais vu avant. C'est sa meilleure progression à date en vie. Son autre meilleure progression, c'était le trimestre précédent, donc le T4 2024. Son meilleur trimestre, c'était le T4 2024, donc ça fait longtemps. Puis c'était plus 400. Donc, c'est de loin supérieur à ce trimestre-là. Oui, tout à fait. Donc, vraiment, un coup de circuit de la part de Fiat à ce niveau-là. Là, les prix ont remonté un petit peu parce qu'ils ont fini d'écouler leur inventaire de 2025, mais il y a quand même des rabais intéressants. Je viens d'entendre aujourd'hui ou hier qu'il va y avoir un retour d'un deal, là, d'un bon deal, peut-être pas équivalent ou la même chose que ce qui s'est fait quand ils ont écoulé, là, mais quand même, ça va devenir une voiture... Puis rappelons, pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'une très grosse voiture, ou qui a besoin d'une seule grosse voiture, puis qui peut en avoir une autre plus petite, puis qui n'a pas besoin d'une autonomie incroyable, c'est un très bon choix. Oui, tout à fait. Vraiment impressionnant. Stationne ça partout en ville. Oui, plus facilement qu'un F-150, c'est sûr. Définitivement. Fred, phénomène intéressant. On fait toujours une espèce de petit... Tu sais, c'est peut-être pas des modèles de véhicules dont on a parlé dans les analyses précédentes, mais il se passe des choses, des modèles qui apparaissent, qui disparaissent. Trace-nous donc un petit portrait rapide. Comme on a dit au début, la Alfa Romeo Tonale, puis la Dodge Hornet qui arrête d'être produit. La Tonale, finalement, une progression de 0. Puis elle a atteint probablement son maximum à 437. Donc, probablement, à part s'ils se mettent à la refaire un jour, je ne sais pas. Mais pour l'instant, elle va plafonner probablement autour de 437. Similaire pour la Dodge Hornet qui avait plafonné dernier trimestre à 847. Et que là, ce coup-ci, elle a descendu de 34 dans le trimestre pour atteindre 813. Un peu à l'inverse, un autre qui a arrêté d'être produit, la Chrysler Pacifica, elle a eu un boost, un dernier petit sursaut de vie avec une augmentation de 118 pour atteindre 4151. Probablement
parce que justement, elle est admissible, peu importe le prix, vu qu'elle est assemblée au Canada, Ouais. elle est admissible au pavé de 2500. Donc, pour le moment, c'est un paquet de personnes qui se sont jetées dessus pour finir d'avoir les dernières. Ouais. Parce qu'on rappelle que les véhicules électriques fabriqués au Canada, il n'y a pas de plafond de prix du véhicule pour avoir le droit à la subvention. Puis le seul autre assemblé au Canada, c'est la Dodge Charger, qui n'a pas eu de gros, peut-être un petit peu plus, mais rien de vraiment marquant. Là. Ça n'a pas été un très grand succès commercial. C'est pas un véhicule utilitaire. Non. Contrairement à la Pacifica, qui a vraiment un but, puis qui était la seule dans son créneau, et que là, à la limite, il reste juste peut-être la ID Buzz, mais qui est plus chère que la Pacifica. Sinon, mentionnons la Audi e-tron Q4, qui elle aussi semble ralentir. Il y avait un ralentissement graduel. Et là, même, ça l'a descendu de 3. Fait qu'on va voir comment que ça va aller. Je ne sais pas si sont entre 2 années modèles, entre des arrivages, quoi que ce soit, ou c'est d'autres véhicules qui viennent qu'à lui prendre ses parts de marché. Il y a aussi la Solterra qui avait ralenti, que là, soudainement, un peu comme la BZ qui fait une grosse arrivée. Rappelons que la Solterra, c'est une BZ avec une badge Subaru dessus, qui là, soudainement, elle aussi se met à bien faire avec plus 392, qui lui permet d'atteindre le 4050. Et je dirais un autre, il y a une couple de mauvaises nouvelles finalement dans nos phénomènes intéressants. VinFast qui a eu un petit sursaut au début avec la VF8 qui semblait bien vouloir aller. Ça ralentissait de plus en plus, ralenti, ça continue à ralentir. Dans ce trimestre-ci, la VF8, il y en a juste 15 qui se sont ajoutés pour atteindre 1766. Puis la VF9, il y en a juste 10 qui se sont rajoutés. Comment tu peux... Parce qu'on s'entend, là, c'est pas Toyota, c'est pas, ils n'ont pas des autos à essence à côté, là. Ils n'ont vendu ils n'ont immatriculé sur 3 mois que 15 modèles, 15 VF8. Un peu plus, puis il y en a qui ont pris leur retraite. Mais tu peux pas vivre longtemps comme ça, là. Non, mais le concessionnaire il est encore fonctionnel parce qu'il est juste en arrêt de chez nous. Ouais. Et la cour est pleine. C'est quelqu'un qui veut un véhicule électrique tout de suite. Il y en a. Ça, c'est pas un problème. Mais justement, il semble avoir la difficulté à les vendre. C'est pas très encourageant. Puis probablement que vu que c'est pas un véhicule, une marque qui a un paquet d'autres véhicules, puis ça veut dire, je vais prendre des pertes sur lui pour finir les liquider, puis quoi, ils ont rien d'autre. Fait qu'ils peuvent difficilement dire aussi, je vais mettre des rabais de fous. Parce que ils peuvent pas, ils n'ont pas d'autre chose pour l'absorber. En gros, le conglomérat VIN, ils ont plein d'autres industries, mais leur volet auto-électrique, je ne sais pas si au Vietnam, ça va bien, mais que ce soit aux États-Unis, au Canada, Adlat, puis en Europe, je n'ai pas entendu parler beaucoup. Ça n'a pas l'air à trop bien décoller, malheureusement, pour eux. Malheureusement. Rapidement, parce que le temps file, hein, puis on avait beaucoup de choses à dire là-dessus, puis c'est toujours hyper intéressant. On fait toujours un petit wrap-up, là, parce que là, on a parlé de modèles de véhicules, mais si on y va par grandes marques maintenant, si on regarde les grandes marques qui ont bien fait dans le dernier trimestre, José, tresse-nous un petit aperçu. Donc, au premier rang, Toyota, à cause de la BZ. Au deuxième rang... Ford. Oui, tout à fait. Au troisième rang, Kia. Puis ensuite, au quatrième rang, Chevrolet. Ensuite, au cinquième rang, Hyundai. Au sixième rang, on parle du Mitsubishi. Ensuite, septième rang, Nissan. Huitième rang, on est avec... Tesla. Tesla, exact. 9e rang, Mazda, quand même, surprenant. Ensuite, le suit de près Volvo. Et puis, au 11e rang, on parle de Volkswagen. Et au 12e rang, Polestar. BMW qui arrive au 13e rang. Audi, 14. Et Jeep au 15e rang. Fait que Fred, est-ce qu'il y a des choses à tirer de ça, des conclusions, des analyses à tirer de tout ça? Si on regarde, il n'y a pas eu de gros changements de position. En fait, il n'y en a pas eu de changement de position, mais il y en a quelques-uns qui s'annoncent pour le prochain trimestre. Entre autres, je dirais, depuis un bout de temps, justement, Hyundai faisait bien, Tesla faisait moins bien. Puis si on rappelle le premier rang, ce que José nous a donné, c'est les progressions. Mais au niveau du cumulatif, le premier, c'est Chevrolet. Ensuite, c'est Hyundai, c'est Tesla. Hyundai venait de passer devant Tesla. Mais là, c'est à se demander les choses qui s'en viennent, comment que ça va aller. Ça se pourrait très bien que ça se réinverse à nouveau. Parce que là, Tesla, avec la Model 3 qui revient, qui risque de revenir quand même, selon moi, ils peuvent facilement faire entrer une dizaine de mille quasiment Model 3
tout dépendant des ventes, là, mais ça se pourrait que ça fasse un coup de circuit. Et de leur côté, Hyundai, ils ont la Ioniq 5 qui semble avoir de la misère à en vendre, la Kona qui ralentit, puis la Ioniq 9, que c'est un gros véhicule que, oui, il vend bien dans son segment, mais c'est pas là qu'on va avoir des nombres énormes. Donc, ça se pourrait très bien que Tesla vienne reprendre éventuellement sa deuxième position. Mais à plus courte échéance, un changement imminent que je vois, justement, José a souligné tantôt la très bonne performance de Mazda avec leur CX-7, CX-9, finalement. C'est une chance qu'ils ont de l'hybride branchable, eux autres, hein? Ils ont juste ça. Ouais. Mitsubishi aussi, ils ont juste là. Mitsubishi, c'est vraiment un one-trick pony. Là. Ils ont le Outlander et c'est tout. Mazda, au moins, ils ont 2 véhicules, malgré que c'est 2 véhicules quand même très similaires. Là. J'ai juste le nombre de places dans le véhicule quasiment qui change. Mais malgré tout, justement, ils arrivent à faire plus 335, alors que, justement, juste au-dessus d'eux, il y a Audi qui a fait plus 83, puis Jeep qui a fait moins 92. Donc, moi, je ne serais pas surpris que dès le prochain trimestre, puis le nombre de véhicules sont très, très proches l'un de l'autre. Donc, dès le prochain trimestre, selon moi, Mazda pourrait très bien monter de 2 positions et les autres descendre de 2 positions. Et mentionnons aussi qu'il y a Polestar en 15e position. Il y a Subaru qui de manière, il était ex aequo avec Polestar, que là, il était redescendu. Ouais. Mais là, avec la nouvelle Solterra, il pourrait très bien revenir. Et aussi, mentionnons que justement, Subaru, ils vont avoir l'équivalent du CHR qui va être le Uncharted. Oui, merci, je le cherchais. Ouais. Ils ont la Uncharted qui va arriver, qui risque on parle de prix un petit peu en bas, justement, de la Solterra. Il est un peu plus petit, donc ça va chercher un autre marché. Donc, ça pourrait aussi très bien faire. Tout ça qui va aider à propulser, selon moi, Subaru, alors que Polestar, à part s'il arrive à amener beaucoup de Polestar 2 de Chine à donner à des prix très bas, il faudrait qu'il soit vraiment très bas. Selon moi, il risque de tomber au 16e rang. Oui, bien sûr. José, depuis un an, il y a quand même des nouveaux venus, des nouveaux visages. Ils sortent pas toujours dans les tableaux que vous avez dressés là parce qu'on parle de volume, puis évidemment, certains sont tellement nouveaux là, qu'ils n'ont pas pu faire du volume, mais ça reste qu'il y en a qui ont des résultats intéressants. Peux-tu nous parler des nouveaux venus de la dernière année, du dernier 12 mois, puis comment ils se sont débrouillés? Donc, parmi les nouveaux modèles depuis un an, on a le Hyundai Ioniq 9 avec quand même un nombre de 691 qui est un nouveau modèle depuis 12 mois. Donc, bientôt, on ne pourra plus dire que c'est un nouveau modèle. C'est le temps qu'on enregistre. Oui. sinon, on va aller sortir du tableau. Il y en a une couple là-dedans là, qui sont à 12 mois là, dans ton tableau. Donc, tu sais, c'est l'équivalent un peu du Kia EV9. C'est quand même un produit niché. Fait que, c'est normal aussi que le nombre ne soit pas fulgurant. Ensuite, on a le Cadillac Vistik avec 221. Aussi un modèle depuis 12 mois. Dans les nouveaux, il y a le Kia EV4 que j'ai pu voir en fin de semaine parce que je suis allée à un événement. Donc, modèle intéressant, mais tu sais, comme tu disais, c'est berline alors que la mode est vraiment au VUS. Fait que j'ai hâte de voir comment que ça va évoluer. Mais présentement, on en a 155. Donc, au moins, ils ont du choix. Quelqu'un qui va aller chez Kia va avoir le choix de différents modèles. 3, 4, 5, 6. Exactement. Ils n'ont pas eu ça souvent dans l'électrique, là. Non, c'est ça. Kia a vraiment une stratégie de diversification de modèles comparativement à Hyundai, la compagnie sœur. Hyundai, ils ont la stratégie, mais ils ne sont pas nécessairement tous ici, on dirait. C'est ça, ouais. Il y en a qui, justement, ils commencent à arriver en Europe. En Volkswagen, c'est exactement le même phénomène. Oui. Ensuite, dans les nouveaux modèles Audi A6 e-tron, donc on a 26 unités, puis ça aussi, c'est un modèle de 12 mois. Les 2 prochains aussi, c'est des modèles qu'on a depuis presque un an maintenant, donc Lamborghini Urus avec 17 unités et du côté encore de Audi avec le modèle S6 e-tron, donc 12 unités. Donc voilà. Et ensuite, si on regarde un petit peu plus loin, donc on a la Lucid Gravity, qui est quand même une jeune compagnie, fait qu'il faut leur donner du temps. Oui, puis c'est pas donné, là. C'est ça. Mais ça fait 6 mois qu'ils sont là quand même. On a 11 unités. Cadillac Escalade IQL, je ne sais pas si je le dis comme il faut. Au nombre de 5, ça fait quand même 6 mois. On dirait que ça non. Ouais, là, on tombe dans le luxe, là. Dans le luxe et dans le mastodonte. Oui, c'est ça. C'est ça.
Donc, on veut du VUS, mais peut-être pas un truck, finalement. Rendu, moi, je me pose la question, je le mets quasiment autobus. Là. Exact. Ensuite, on a Maserati Greek Ale avec une unité, qui est une nouveauté depuis 3 mois maintenant. Ça non plus, je pense pas que c'est la folie furieuse. Subaru Uncharted, Fred, tu me racontais que tu l'as vu? Non, c'est la CHR que j'ai vue. Ah oui, c'est vrai. C'est la CHR que j'ai vue en fin de semaine, c'est à 10. Ah, la CHR est à la Uncharted, ouais, exactement. que la BZ est à la Solterra. Là, j'étais à 10, ça me dit rien, ce feu-là arrière, c'est quoi ça? Là, je me rapproche. Hein, t'as vu, c'est CHR. Hey! Mon frère vient de ça. Ah oui? Il l'a commandé. Oui? Je ne sais pas s'il l'a reçu. Il est sur le point de le recevoir. Là, ouais. Ah, intéressant. Pour remplacer un Kona. OK. En passant. Bon, quand même. Détail intime de famille. Ensuite, dans les nouveaux modèles depuis 1 an aussi, on avait la Maserati Grand Cabrio. Pour un grand total de... 0. Mais on avait une unité, mais on l'a perdu de vue. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis c'est le genre d'auto là, que... Ce cabriolet, il l'a déplaqué pour l'hiver, je ne sais pas, mais bon. Et puis dans nos enregistrements. Elle va peut-être revenir justement prochain trimestre. Fred, j'ai quasiment envie qu'on aille aux autres catégories rapidement. Donc, il y a d'autres choses que des voitures qui roulent. Trace-nous un portrait, là... synthèse. C'est ça, surtout l'hiver, moto, mobilette, on s'entend, il n'y a pas grande action. Autobus, ils sont restés finalement au chiffre qui était, puis plus ou moins 5, puis bon, et ainsi de suite. Rien de vraiment intéressant à mentionner. Autobus, ça continue à augmenter. Donc, la Lion C de Lyon, elle n'augmente pas autant que dans ces belles années, si on pourrait dire, mais elle continue à augmenter à plus 39 pour atteindre 1305. Mentionnons aussi la Novabus LFSE, qui avait eu une descente un peu les 2 derniers trimestres, que là, soudainement, avait leur montée de 10. Donc, peut-être, il y avait certains... Je sais que des fois, les villes roulent des programmes pilotes, puis ainsi de suite. Donc, il y a peut-être ça des premiers autobus qui ont été enlevés, puis d'autres, là, les nouvelles versions qui viennent reprendre la place. Au niveau des camions lourds, il y a quand même eu une progression intéressante avec plus 257. Pour donner une idée, ça sont rendus à 2356, plus 257. Donc, c'est quand même une augmentation de 12,07 %. Si on arrête ça au niveau de la flotte générale, moi, je me pourrais plus. Là. C'est un beau chiffre, 12,07. Et mentionnons encore les champions qui continuent à continuer malgré qu'ils sont plus censés en faire. Les Bright Drop. Donc, les Bright Drop 600 et 400 qui continuent d'augmenter. Plus 67, 600. OK, il y a trop de chiffres. Plus 57 Bright Drop 600 et plus 89 Bright Drop 400 pour atteindre 575 et 337, la première et deuxième position. Dans la catégorie un peu surprenant, les Lion 6 qui avaient descendu suite aux mésaventures de Lyon probablement, ils viennent de remonter. Donc, je ne sais pas s'il y avait des véhicules qui avaient été mis à l'arrêt, qui manquaient des pièces, je ne sais pas trop, qui sont revenus, mais là, puis c'est pas tous, mettons, tous des 2025 ou quoi que ce soit, il y a des 2022 qui sont revenus, des 2023 et des 2025. Donc, il y a un peu plus, donc il y en a une augmentation de, c'est quand même 32 qui sont revenus pour atteindre 133. Et le fameux Vicinity Motor qui est venu du champ gauche que personne n'avait vu venir, qui arrive, il continue à augmenter. Il est rendu à plus 17 pour atteindre 45. José et moi, on a regardé ça un peu hier pour se préparer à l'enregistrement. Puis entre autres, on a vu que c'est vraiment 3 villes qu'il y en a. Il y en a à Saint-Hyacinthe, il y en a à Laval. Et c'est quoi la troisième? Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais vois-tu à Saint-Hyacinthe, c'est parce qu'il y a un... C'est là qu'ils le vendent. Oui, c'est là qu'ils le vendent. Mais, donc, ça doit être justement trois compagnies qui ont décidé de commencer à en prendre, justement. Pourquoi que c'est localisé dans ces villes-là? Mais ça va peut-être continuer à, en guillemets, faire des petits, puis probablement prendre un certain marché, puis c'est tant mieux, justement, ça prend de la diversité. Au niveau des véhicules à basse vitesse, ça a augmenté un petit peu, mais sur un paquet de modèles, c'est dur à suivre quelques tendances, il n'y a pas vraiment de frais marquants. Un peu le même phénomène pour les véhicules outils, petite augmentation, mais un paquet de modèles. Au niveau des véhicules hors route, une augmentation de 4,52 %. Là, on parle de, mettons, des VTT et des trucs comme ça. Des VTT, des bons vieux motocross, à défaut de savoir comment on l'appelle en français. Finalement, tout ce qui est fait pour être hors route, à part les motoneiges qui ont leur propre catégorie.
Puis justement, donc, dans les véhicules hors route, on avait déjà dit que le Can-Am Outlander continuait à arriver. Il continue vraiment à se démarquer. Il atteint 55 avec 16 nouvelles immatriculations. Mais on sait qu'ils sont fabriqués à Valco ou au moins designés à Valco. Il y en a 27 d'immatriculés à Valco. Donc, mais il y en a quand même en dehors de Valco. Donc, c'est pas juste des véhicules de BRP. Elles sont toutes faites par BRP, mais je veux dire en possession de BRP. C'est ça. Et j'ai parlé de motoneige. Malheureusement, c'est ça. Sans faire de jeu de mots, ça fond. C'est ça exactement. Donc, on est rendu à 110, ça l'a descendu de 10. Et là-dessus, il y a moins 11 Taiga. Malgré que Taiga continue à en vendre, justement, je vois leur pub, ils continuent à en vendre. Donc, c'est probablement des marchés mal ciblés, des gens qui les ont achetés, qui pensaient que ça ferait leur affaire, que finalement, ça ne le fait pas. On va voir comment ça va continuer à évoluer là, à ce niveau-là. Excellent, mon cher Fred. José, allons-y maintenant avec notre tournée régionale, les régions du Québec qui sont les plus électrifiées dans leur flotte. Historiquement, on avait la Montérégie en première place. Sommes-nous toujours avec la Montérégie en première place? Oui, nous sommes toujours avec la Montérégie en première place, même que je te dirais qu'on est toujours avec le même top 5. Donc, Montérégie pour un pourcentage de 8,15 %. De la flotte. De la flotte. Un rappel, Fred, au Québec, on est à? 6,15. Donc, tout ce qui est en haut de 6,15 est meilleur que la moyenne provinciale. Donc, la Montérégie à 8,15, c'est très bon. C'est très bon. Ensuite, on a Laval qui a monté de position pour prendre la deuxième position avec 7,75. Mais la Naudière qui a descendu d'une position qui est avec 7,68 %. Mais ça vaut peut-être aussi la peine juste de mentionner un bémol. C'est le début d'année, nouvelles données de population. On n'a toujours pas les données de la SAC. Donc, il y a peut-être une partie aussi, c'est dû à des fluctuations de population, des interpolations qu'il faut qu'on fasse. Donc, peut-être qu'en réalité, Laval avait déjà pris son avance ou peut-être que la Naudière, en réalité, est encore aussi en avance. Là. Les deux sont très proches. On parle de 7,75 versus 7,68. Oui, c'est ça. Ça prend pas beaucoup d'autos qui changent de rue, puis c'est ça. On change les résultats. Bon, fait que voilà. Et ensuite, en quatrième position, on retrouve l'Estrie avec 7,25 %. Donc, on se rappelle que l'Estrie et les Laurentides sont souvent aussi en compétition. Donc, les Laurentides qui sont en cinquième position pour 7,16 % de la flotte. Ensuite, on s'en va en sixième position avec Montréal, qui est quand même étonnant. Il y a une meilleure progression, je trouve, 6,49 %. Moi, je reste tout le temps surpris que ce ne soit pas Montréal qui soit en premier, mais bon. Parce qu'à Montréal, tu prends le métro. Tu sais, c'est quand tu restes en banlieue, ça vaut la peine d'avoir une auto électrique. Là. Il y a tous les gens qui restent, qui n'ont pas de place de stationnement dédiée à eux pour avoir leur auto. Il y a des bornes sur rue qui permettent, mais déjà d'avoir une auto à Montréal, c'est pas facile. Il y en a plusieurs qui se disent, non, je veux pas me casser la tête avec les bornes sur rue en plus. Faut juste pas oublier que 6,49 % des véhicules sur l'île de Montréal, ça représente beaucoup de voitures électriques comparativement à la Côte-Nord ou d'autres régions. Là. Donc, c'est des pourcentages. Hein? Fait que c'est les pourcentages d'un chiffre plus grand. Il y a quand même une proportion très grande des véhicules électriques de la province qui sont à Montréal ou en tout cas dans le Grand Montréal métropolitain. Là. Donc, tout ce qui est maintenant, toutes les autres, on est en bas de la moyenne provinciale. Donc, Montréal est le dernier à 6,49 qui est en haut du 6,15 qui est la moyenne provinciale. En bas, en rafale, on a... Capitale Nationale, 6,13 % qui est toute proche. Ensuite, en 8e position, Centre du Québec. En 9e position, Mauricie avec 5,24 %. Donc, ils suivent de proche Centre du Québec. En 10e position, on tombe à 4,38 %. Donc, on descend pour l'Outaouais. Ensuite, en 11e position, Chaudière-Appalaches, 3,75 %. Bas-Saint-Laurent qui se retrouve à la 12e position, 3,68 %. En 13e position, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 3,66 %. Abitibi en 14e position avec 2,64 %. Ensuite, avec 2,20 % Côte-Nord, qui est en 15e position. 2,08 % pour Gaspésie et Île-de-la-Madeleine. Donc, en 16e position et en dernière position, Nord du Québec avec 0,99 %.
Très intéressant que tout cela. Mon cher ami Fred, rapidement, les villes, chacune des régions a sa ville championne. Nomme-nous les villes championnes, les 10 villes championnes, et puis dans quelle région elles se trouvent. Donc, au niveau le top 10 de la province, finalement, là, en d'autres mots. C'est à peu près tout le temps les mêmes villes. Donc, on parle de Bromont en Estrie avec 14,59. Aïe, aïe, aïe. Rappelons, comme on a dit tantôt, la province est à 6,15. Exactement. Donc, c'est plus que le double. C'est plus que le double la moyenne de la province. Senneville à Montréal à 14,27. Lorraine dans les Laurentides, 14,14. Saint-Bruno de Montarville en Montérégie, 13,82. Orford en Estrie, 13,42. Rosemère dans les Laurentides. Puis c'est tous des chiffres similaires. La Rosemère dans les Laurentides, Mont-Saint-Hilaire en Montérégie, Candiac en Montérégie, Beaconsfield à Montréal. Et on conclut notre top 10 avec Eastman en Estrie à 12,97. Ouais, ça n'a pas bougé beaucoup. Hein? En tout cas, en termes de... C'est toujours pas mal ces villes-là. Par région, quand on regarde chacune des régions et qu'on regarde la ville dans chacune des régions qui est la championne, en Abitibi-Témiscamingue, c'est Saint-Germaine-Boulay à 5,82. Bas-Saint-Laurent, Notre-Dame-du-Portage à 8,73. Capitale-Nationale, c'est Lac-de-L'Âge à 11,15. C'est quand même bon, Lac-de-L'Âge. Centre du Québec, Lefebvre, qui était Saint-Alphège, ça a changé de nom? Non, avant, c'était Saint-Alphège qui avait cette position-là. Et maintenant, c'est Lefebvre. Donc, Lefebvre a détrôné Saint-Alphège à 7,89 %. Dans Chaudière-Appalaches, c'est la ville d'Irlande à 8,57 %. Je vous rappelle que la ville d'Irlande est à peu près inconnue de 99 % de nos auditeurs, ce qui veut dire que 8,57 %, ça représente probablement pas beaucoup de voitures. Hein? Côte-Nord, Sept-Îles à 3,27 %. Estrie-Bromont, 14,59. Donc, on savait que l'Estrie puis Bromont, c'était bon. 14,59, on l'a dit tantôt. Gaspésie-Île-de-Madeleine, Hope à 5,88. Lanaudière-Mascouche à 10,65. Laurentides, c'est Lorraine, on l'a dit ça aussi, à 14,14. Laval, c'est Laval à 7,75. Laval, c'est Laval. Mauricie, c'est Champlain à 6,75. Montérégie, nous l'avons dit également. Saint-Bruno de Montarville, 13,82. Montréal, on l'a dit aussi. C'est Senneville. Nord du Québec, bonne chance. Kanjiksujuak à 2,13 quand même. Outaouais, c'est Chelsea à 10,34. Et Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est Passe dangereuse à 8,07. Puis d'ailleurs, pour Kanjiksujuak, désolé pour le massacre que je viens de faire, j'étais curieux de me dire, justement, j'ai été voir, puis c'est une population de 867 personnes et il y avait un véhicule. J'étais curieux, c'est quoi le véhicule? Eh bien, c'est une Prius hybride branchable. Et pour Passe dangereuse, elle a quand même augmenté d'un pourcentage intéressant. Elle était à 6,quelques %, puis là, elle est rendue à 8,quelques %. Mais c'est pas qu'il y a plus de véhicules électriques. Le nombre de véhicules est resté le même, c'est juste la population est descendue de 10. Là, on est vraiment dans des... Tu sais, puis c'est ça, c'est que c'est pas... Tu sais, c'est des petits chiffres. Mais quand même, dans ce que quand tu parles de Kanjiksujuak, moi aussi, je le massacre pas mal. 867 personnes qui vivent là. Il y a un véhicule électrique et tantôt, on a dit que 2,13 % des véhicules sont électriques. Donc, c'est le véhicule électrique représente 2,13 % des véhicules. Il y a donc pas beaucoup de véhicules. Une cinquantaine de véhicules pour 867 personnes. C'est quand même exceptionnel. Oui, mais c'est aussi les vieilles données les données de population récentes, mais les vieilles données d'immatriculation de 2022 pour la flotte au complet. On a les données de véhicules électriques récentes, mais les données de la flotte au complet, la Société de l'assurance automobile du Québec, les ont toujours pas ressorties. Donc, on est obligé de prendre les données de 2022 et les interpoler par rapport à la population. Okay. Donc, faut s'attendre... Mais quand même, ça reste que c'est ça. C'est un peu normal là, que le nombre de véhicules soit pas le même quand tu habites en Abitibi, dans la région de Montréal, en Montérégie, puis dans le nord du Québec. Ouais, puis justement, dans ces coins-là, probablement qu'il peut, à part dans le ville/village, à part où ce qui reste, ils peuvent pas aller bien nulle part d'autre avec leur véhicule. Là. Non, c'est ça. Sinon, des fois, même le dépanneur est loin. Là. C'est ça. Mais sinon, c'est l'avion, puis ainsi de suite. Donc, mes amis, nous avons fait le tour, je pense bien. Je vous rappelle, chers auditeurs, que l'analyse qu'on vient de faire là est tirée des données statistiques. En fait, les chiffres de base sont fournis par la SAC, mais sont analysés, décortiqués par l'Association des véhicules électriques du Québec. Si vous allez au www.aveq.ca dans la section Nos services, outils et ressources,
vous avez là les statistiques. Et là-dedans, ben, les derniers chiffres, les statistiques dont on vient de parler sont là. Maintenant, je vous rappelle également que les statistiques sont produites en vague, là, c'est-à-dire que l'analyse de ces statistiques-là arrive en vague. Donc, c'est pas comme avant un seul très, très, très long texte avec toute l'analyse. C'est plusieurs, 3 ou 4 textes. Là. 3 textes qui sont diffusés. Il y en a un de diffusé maintenant. Exact. C'est ça. Les 2 autres, ben, au moment où vous allez entendre le podcast, là, on enregistre comme une semaine et demie avant. Là, fait donc, que, il risque d'en avoir 2. Il risque d'en avoir 2 au moment où vous allez entendre le balado. Si vous l'écoutez quelque part comme la journée de sa sortie ou le lendemain, si vous l'écoutez un an après, ben déjà les données sont plus bonnes. Ou juste une couple de jours après, ça va être rendu 3, là, probablement. D'ailleurs, je suis très surpris, c'est drôle, là, puis je peux le dire en ondes, j'ai pas de problème avec ça, mais je suis toujours surpris de voir que les versions antérieures, parce qu'on fait cette analyse-là aux 3 mois, là, c'est-à-dire que là, on vient de donner les chiffres, dans 3 mois, vous allez venir redonner des nouveaux chiffres. Fait que finalement, celui d'avant est techniquement périmé, là. Mais il y a encore beaucoup de downloads. Je suis toujours surpris de voir à tous les mois 15, 20 downloads, des statistiques d'un an et demi en arrière. Fait que les gens vont réécouter les anciennes statistiques, je sais pas, par intérêt ou peu importe, là, ils n'ont pas trouvé la nouvelle version. C'est quand on fait des allusions à nos anciennes prédictions manquées, ils veulent nous entendre se tromper, peut-être, je sais pas. Ou des fois, il y a des références aussi dans des articles de l'AVEC. Fait que les gens font une recherche, tombent sur un article, il y a un bouton pour écouter le podcast et ils partent. T'sais. Mais c'est ça. Normalement, donc c'est les statistiques sortent pour les trimestres. Donc là, on vient de faire le premier trimestre, donc de janvier à fin mars. On enregistre ça quelque part on aimerait ça le faire en avril, mais souvent, ça va en mai. Donc, ça va toujours 1 mois et demi après le temps de recevoir les données, les analyser, écrire les articles, etc. Donc, généralement, en dedans, dans une plage de 6 mois, là, vous avez c'est sûr, vous avez des statistiques à date. Fait que si vous tombez sur un article avec des statistiques de, je sais pas moi, janvier 2025, cherchez un peu sur le site de l'AVEC. Là, il y en a des beaucoup plus récentes que ça. José Gagnon, Fred Saint-Laurent, merci beaucoup de votre temps, à la fois pour préparer tout ça puis venir en parler Silence on roule. On se revoit dans 3 semaines. Je m'allais dire 3 semaines, dans 3 mois. On peut se revoir, mais pas venir, mais on fera des statistiques dans 3 mois. Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci. Martin. Épisode hors série.